Salut à tous. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour la toute première émission RMC Pêche. Nous sommes des millions et nous avons enfin notre émission. Et pour présenter cette émission qui va revenir tous les 15 jours en podcast, vous pourrez même l'écouter sur le bateau ou au bord de l'eau, j'ai un consultant choc, le plus irlandais des guides, qui a guidé plusieurs milliers de personnes. Je suis sûr qu'il vous a déjà guidé une fois dans votre vie. Arnaud Brière. Salut Arnaud. Salut JB. Tu vas bien ? Je vais super bien, je suis super content d'être là, participer à cette émission. Enfin, on a la nôtre là sur une grande antenne, donc c'est carrément génial. On va pouvoir dire tip plein de top, choses. Un duo de choc. Ensuite, pour présenter aussi cette émission, on a un consultant technique de choc. Alors pour reprendre l'expression de mon ami Jackie, très connu, un pêcheur très connu sur le lac d'Annecy, la Savoie c'est tellement beau qu'on n'en sort jamais, ils n'ont pas besoin d'en sortir. Du coup, on a en duplex Jimmy Mestrello. Salut Jimmy. Salut les gars, je suis très content d'être avec vous, même si c'est qu'en vidéo. Promis, je viendrai sur le plateau, mais en tout cas, super fier de faire partie de l'aventure avec vous les gars. Très content. En direct de la principauté savoyarde. Et puis, forcément, c'est dans l'ADN de RMC Sport. Nous avons un VIP, un sportif, en la personne de Jean-Charles Valadon. Salut Jean-Charles. Salut. Originaire de Goumois, tout petit village. La Mecque de la truite, forcément, pour parler, actu oblige, de cette ouverture 2026 de la truite. Alors, Jean-Charles, 2 fois champion, vice-champion olympique de tir à l'arc. À Rio, une fois en individuel en 2016, et puis à Paris par équipe, il y a maintenant bientôt 2 ans. Alors, le sommaire de cette émission, alors vous allez voir, c'est pas mal d'actu, d'anecdotes et puis aussi de conseils techniques. Alors, la pêche aux infos, je m'en fous pas. On va parler de différentes actualités hautes du moment et puis nos experts vont pouvoir commenter cette actu. On va parler de l'ouverture de la truite le 14 mars, si c'est trop tôt ou pas assez tôt. On va parler de l'appli qui fait parler d'elle, Rec Fishing pour les pêcheurs en mer. On va parler aussi de cette nouvelle loi pour les boutiques qui vendent des vifs. Et puis aussi, on aura l'heure des pêcheurs. L'heure des pêcheurs, c'est le grand débat avec nos experts. Donc à 12 jours de l'ouverture de la truite, grand débat du jour, c'est pour ou contre marcher dans les rivières à cette ouverture. Ensuite, on ira rejoindre Salim Sdiri, qui est le recordman de France de saut en longueur. Alors Salim, lui, est fraîchement retraité. Il est retraité et il s'est mis à la pêche au gros. Donc on ira direction Saint-Denis à la Réunion en duplex. Ensuite, faut pas se leurrer. Donc ça, c'est une rubrique bluff ou pas bluff où à chaque numéro, les invités nous raconteront une histoire de pêche. Vous savez, les pêcheurs marseillais dans l'âme. Et chacun pourra dire, et vous aussi, vous pourrez réagir, savoir si on bluffe ou on bluffe pas. Ensuite, dans l'atelier, ça sera la petite capsule technique où nos experts vont pouvoir vous aiguiller, notamment là, cette fois-ci, sur l'ouverture de la truite très prochaine. Et puis ensuite, au bout du fil, ça, c'est votre rubrique où vous pourrez venir nous raconter en direct, en duplex, une anecdote, un beau souvenir de pêche ou alors un poisson record. Et on attaque tout de suite avec la pêche aux infos. Alors, la pêche aux infos, on attaque tout de suite. Alors, je m'en fous pas. Ouverture de la truite le 14 mars. Alors, il va y avoir des choses à dire parce que voilà, on a quelqu'un qui vient de Franche-Comté, on a un Savoyard, on a un Normand, normand. Oui, Normand. Voilà, moi je suis dans le Pas-de-Calais, donc on est représentatif de la France. Alors, cette ouverture à la truite le 14 mars, est-ce que c'est trop tôt ou pas assez tôt ? Jean-Charles ? Tu viens de le dire, il y a plusieurs destinations là. Le principe de la fermeture, c'est quoi ? C'est de protéger les poissons pendant la reproduction. Il faut qu'elle ait une date nationale ou pas. La question elle est peut-être là en fait, parce que selon les rivières, selon les milieux, selon les années, la reproduction va se faire plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Et du coup, des fois, si elle se fait tardivement, c'est peut-être un petit peu tard. C'est peut-être un petit peu tôt, pardon. Si elle se fait très tôt, c'est peut-être un petit peu tard, parce qu'on aimerait bien pouvoir aller à la pêche un petit peu plus tôt. Donc tout le problème, c'est de faire une ouverture nationale qui va dire que voilà, tout le monde peut aller à la pêche ce jour-là ou pas, alors que peut-être qu'on pourrait l'adapter un petit peu plus en fonction de l'état des rivières, du milieu, de ce qu'il est tombé, des températures, etc. etc.
Ouais, bon, je suis assez d'accord avec ça parce que en fait, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Goumois et Goumois c'est une société qui est très particulière et l'ouverture de la truite se fait justement toujours un peu plus tôt que l'ouverture nationale et qui se fait le 1er mars. Oui, parce que c'est le doux, ce qu'on appelle le doux franco-suisse. Exactement. Donc en fait, vous vous calquez sur les dates d'ouverture de nos voisins. Bah oui, c'est parce que c'est une société particulière qui est franco-suisse et ça a toujours été comme ça. Et en fait, moi, je suis né dans ce petit village et j'ai toujours connu, pour moi, mon ouverture de la truite était le 1er mars. Donc, ça correspond à une réalité biologique aussi, une réalité de terrain, quoi. Oui, bah j'imagine. En fait, aujourd'hui, c'est totalement vrai ce que tu disais. Et ce qui est important, c'est ça, ce serait vraiment de protéger au maximum la fraie et peut-être qu'un côté adaptatif en fonction des lieux, des situations, des saisons pourrait être aussi très intéressante. Bah, c'est sûrement compliqué à mettre en place. Après, évidemment, il faut protéger le frais, mais il faut aussi laisser les pêcheurs aller au bord de l'eau le plus possible. Bon, c'est toujours le grand moment, c'est la reprise dans l'année, donc il y a toujours dire que c'est on est tous excités comme des puces, mais bon, c'est la réalité du terrain, et surtout avec cette problématique du réchauffement climatique. Moi, si je prends juste un exemple, avant de donner la parole à Jimmy, pour vous donner un exemple, moi j'ai encore des poissons qui étaient sur les frayères, dans le Pas-de-Calais, j'ai encore des poissons qui étaient sur les frayères il y a encore quelques jours de ça. Et on va ouvrir d'ici 15 jours. Donc ça peut être trop tôt. Est-ce que, je sais pas, après, est-ce qu'on pourrait pas envisager l'idée de décaler un petit peu si le frais a du retard, ou d'avancer un petit peu si c'est terminé. Mais ça veut dire des agents de terrain qui sont capables d'aller voir ce qui se passe sur les rivières. Bon, je sais pas si c'est faisable ou pas, sûrement difficile à mettre en œuvre, mais ça permettrait de mieux protéger les rivières et de donner plus de temps de loisirs à nos pêcheurs. Jimmy ? Qu'est-ce qu'il en pense, Jimmy ? Ouais, en Savoie. je suis assez d'accord avec vous, les gars, sachant que bouger une date d'ouverture ou de fermeture, ça dépend de notre administration. Vous le savez comme moi, elle n'est pas très réactive au niveau de nos lois pêche, donc bouger des dates, c'est compliqué. Ça peut se faire à l'échelle locale, c'est ce qu'on fait chez nous en Savoie sur certains biotopes où on a des rivières, par exemple toutes les rivières d'altitude, enfin une partie de rivières d'altitude qui n'ouvre pas le 13-14 mars là, mais qui ouvre bien plus tard, qui va ouvrir en avril. Ou en mai. Après, c'est des décisions sur des associations privées qui ne représentent pas malheureusement l'ensemble de mon territoire, hein, pour parler de la Savoie ou de la Haute-Savoie. L'impact est vraiment intéressant dessus parce qu'il y a de vrais suivis sur les rivières et on s'aperçoit que le frais et notamment l'éclosion des alevins, elle prend un peu plus de temps vu qu'on est en altitude, on n'a pas les mêmes conditions de thermie et compagnie. Et en fait, le fait de repousser un petit peu, ça permet un meilleur développement des poissons, notamment des alevins. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on est d'accord. C'est que l'ouverture, finalement, elle doit correspondre à la réalité du terrain et la réalité de chaque biotope. Et qu'elle ne peut pas être unilatérale partout selon les conditions, parce qu'on est bien d'accord que les truites ne fonctionnent pas de la même façon en Savoie à 1000 mètres d'altitude que dans une rivière de première dans la Somme ou dans le Berry, quoi. C'est ça, elle doit être adaptative, ouais. Alors moi, je vous donne un exemple. Elle doit être adaptative. Je vous donne un exemple dans mon APPMA. J'ouvre la moitié les parcours donc en aval, je les ouvre le jour d'ouverture. Par contre, tous les parcours en amont qui sont vraiment le ruisseau pépinière, on ouvre début avril. Alors, juridiquement parlant, si j'ai quelqu'un qui se pointe sur mon parcours fermé officiellement, il n'y a pas d'arrêté préfectoral, donc techniquement le gars va pouvoir m'envoyer bouler. Ah ouais, c'est ok. Mais par contre, on ferme, on met des panneaux, on fait du panneautage, donc pour préserver cette partie qui c'est vraiment une pépinière, ce n'est quasiment que des frayères. Mais juridiquement parlant, si on tombe sur le cadre du coin, il va nous envoyer bouler, mais on peut chaque APPMA pourrait, alors je vais lancer un pavé dans la mare, mais chaque APPMA pourrait éventuellement réserver ouvrir ses parcours plus tard. Après, juridiquement parlant, ça c'est autre chose, quoi. Non, mais ce que j'entends de ce que tu dis toi, de ce que dit Jimmy, c'est que c'est quand même un peu tôt finalement. Oui. C'est que c'est quand même un peu tôt et ça pourrait être décalé un petit peu dans le temps parce qu'il y a encore des poissons sur les frayères en ce moment-là. Ok, donc on s'en fout pas. Bah, on s'en fout pas, c'est toujours important. Après, faut le prendre à contrario en se disant, on part en ce moment du réchauffement climatique, que tout avance et tout ça. Et en fait, cette ouverture mi-mars ou début mars, là où moi je la fais, ça a toujours été. Donc ça dépend des territoires. Ça dépend des territoires. Ouais. Et ça a toujours été aussi tôt, alors que la météo avance, évolue. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir quand même un adaptatif là-dessus.
Alors on passe à un sujet qui fait vraiment débat en ce moment, c'est l'appli Rec Fishing. Alors pour les pêcheurs eau douce, ça nous concerne pas, mais voilà, c'est une nouvelle appli pour ceux qui suivent pas l'actu mer. En fait, c'est une nouvelle appli qui va être obligatoire pour les pêcheurs récréatifs et plaisanciers en mer, où en fait c'est comme un genre d'appli qu'on télécharge, c'est un chronomètre, on lance l'appli le matin quand on part en mer, et à chaque fois qu'on fait une prise, on va devoir cliquer et renseigner les données. Alors jusqu'à maintenant, la mer, c'était le petit milieu comme les Écossais dans Braveheart, freedom, liberté, et ils avaient pas de carte de pêche, rien du tout. Et là, on leur met une nouvelle loi qui va un peu les contrôler. Ouais. On s'en fout pas. Vous en pensez quoi? Ouais. Comment il fait le pêcheur qui n'a pas de téléphone et qui n'a pas envie d'en avoir? Ouais, alors c'est surtout chez les vieux plaisanciers. Je vois ça déjà en étant confronté à cette réalité d'évolution de la technologie. Moi, je vois quelqu'un qui a envie d'aller à la pêche. Même moi, quand je vais à la pêche, il y a bien un truc que j'ai pas envie d'avoir et c'est mon téléphone pour pouvoir être harcelé du boulot et tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, un pêcheur qui a 60 ans qui va pêcher son bar au bord qui fait ça depuis plus de 40 ans, il n'a pas envie d'avoir son téléphone et il n'en aura pas. Donc comment il fait? Il est hors la loi? Ouais. Jimmy? Tu vois, moi, de mon côté, je me bagarre avec mes jeunes pour éviter qu'ils aient toujours un portable dans la main. Je trouve qu'ils l'ont déjà bien assez souvent. Et s'il faut qu'ils l'aient encore au bord de l'eau, bon, c'est peut-être pour une bonne raison, je sais pas encore, en fait. Moi, j'attends de voir, en fait. Je suis comme Saint Thomas, j'attends de voir. Ouais, bah après, le principe c'est quoi aussi de cette application? C'est de contrôler un petit peu plus ce qui se passe pour oui, puis je pense qu'il y a des données scientifiques aux US, ils utilisent ce genre d'appli aussi pour avoir des retours scientifiques de ce qui se prend vraiment. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de bague, il y a des quotas qui sont en place, mais ils n'ont pas trop de retours, surtout sur plein d'autres espèces à part le bar et les lieux, et maintenant les macros, ça c'est encore l'autre sujet brûlant, mais où il y a des quotas, mais oui, je pense que c'est plus pour avoir un retour. 5 macros, c'est pas fait, je pense. Je crois que on descend la mitraillette, on le remonte et il y en a 5 d'un coup. Bam, voilà. Il y avait des recours qui avaient été déposés là. Ouais. Voilà, pour revenir à cette appli, c'est toujours pareil. En fait, c'est des contraintes en plus pour les pêcheurs. Voilà, c'est effectivement l'obligation d'être sur les écrans. Donc ça, c'est pas forcément très compatible avec notre sport. Enfin, je sais pas si c'est enviable en tout cas pour les jeunes, les obliger d'avoir un téléphone pour remplir leur carnet de capture. Après, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire sans les téléphones? Ouais, ou une version papier. Version papier, chez soi le soir, et puis les déclarer à la fin de la journée. Moi, je serais assez pour un carnet de capture en eau douce, par exemple. Je suis moins pêcheur en mer. Tu vois, ouais, Jimmy, Arnaud, je m'excuse, je me permets de te couper parce que tu vois, nous, on a cet exemple là chez nous où on a un carnet de capture sur les lacs alpins pour comptabiliser en fait le nombre de poissons qu'on prend à la journée. Donc c'est un carnet qui est délivré pour les cartes annuelles et c'est une fiche de capture qui est délivrée pour les cartes à la journée, les cartes de pêche à la journée, où tu te dois de mettre la date et tu dois marquer en fait chaque poisson que tu captures et que tu gardes, et que tu captures et que tu relâches. Donc il y a une case pour les deux. Et tu as ça pour donc les corégones, enfin les salmonidés, les brochets, également les silures depuis 2 ans chez nous là. Et au final, alors ouais, tu as un retour puisque on a des données scientifiques. Mais ce que je peux te dire en allant fréquemment dans les magasins, c'est qu'au final, les carnets de capture, quasiment personne ne les remplit. Les fiches de capture journalières, c'est même encore pire. Il y a des procès-verbaux qui ont été dressés justement parce que les gens ne les avaient pas ou elles étaient mal remplies. Voilà. On a la même chose avec les carnets de capture pour le l'anguille et tout ça, donc bon. Affaire à suivre. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai toujours connu à Goumois, en fait. À Goumois, depuis tout petit, on a toujours eu un carnet de capture et on était obligé de tout ce que tu décrivais, remplir la taille du poisson, tout ce qu'on gardait. Et puis j'ai été contrôlé plusieurs fois où le garde est là et contrôle ton carnet de capture. Ouais. Après, voilà, ce qu'il faut arriver, c'est avoir un bon système qui permet de redonner les carnets de capture pour pouvoir centraliser tout ça. C'est ce qu'on fait un peu en parallèle avec la Fédé des chasseurs sur le carnet de prélèvement des bécasses, par exemple. Ouais, c'est-à-dire que si on ne rend pas son carnet de capture ou de
prélèvement pour la chasse, en fait, l'année d'après, on ne peut pas en avoir. Donc ça pourrait peut-être être aussi un truc qui serait imposé, qui permet l'année d'après de récupérer un nouveau carnet de capture. Bon, il va falloir de la pédagogie. Alors, autre sujet brûlant, cette fois-ci, avec une prise de parole du directeur Stéphane Sens du GIFAP, c'est le contrôle de la vente des vifs chez nos chers détaillants, suite à certaines on va dire manifestations, notamment chez la grande enseigne sportive bleue. Donc apparemment les chers détaillants vont devoir faire tout un tas de paperasses pour pouvoir vendre des poissons vivants, notamment comme certaines animaleries peuvent vendre des chiens. Ils vont devoir avoir des certifications à avoir. On s'en fout pas, vous en pensez quoi les gars ? Moi ça m'embête pour être poli parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui aiment pêcher au vif. Bon voilà, la question c'est quoi ? C'est les antispécistes. C'est ça l'histoire. On veut pas blesser un poisson, on veut pas les abîmer, on veut pas les emmerder là pour. Ah oui, de toute façon, ils veulent le faire interdire. Ils vont le faire interdire. Petit à petit, on met un pied là-dedans. Et puis bientôt, on n'aura plus le droit de pêcher au vif, puis on n'aura plus le droit de pêcher du tout. Parce que si c'est juste récréatif, je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que on leur donne du crédit. Moi, je vis un peu ça encore comme une dictature de minorité là. Moi ça m'embête. Je trouve que si les gens ils ont envie de pêcher au vif, si les gens ils ont envie de pêcher à la sauterelle, ils ont envie de pêcher au porte-bois, ils ont envie de pêcher au ver de terre, ils ont le droit. Faisons de la pédagogie pour qu'on pêche davantage au leurre. Mais je pense que toutes les pêches sont respectables. Tout le monde peut prendre son plaisir là-dedans où il veut. Ça n'empêche pas d'avoir un certain respect, des poissons qu'on prend et qu'on remet à l'eau. Maintenant de toute façon. C'est-à-dire les gardons ils ramassent dans l'eau autant que dans les aquariums. C'est comme ça. Tu pêches un peu au verron à la truite ou... Ouais, au verron à la truite ou un peu au vif aussi dans la Marne, là quand je suis à Paris. Donc forcément, moi je défends, puis je rejoins un peu le discours d'Arnaud, c'est que chacun est un peu libre à faire ce qu'on veut. Et puis c'est le côté des antispécistes qui veulent petit à petit grignoter tous ces fameux droits. Et en fait, je suis d'accord là-dessus, c'est que si on commence à lâcher, si on n'est pas là pour se défendre et de porter un peu ce qu'on veut porter, petit à petit, et puis on n'arrivera à plus rien. Il faut avoir une licence pour vendre des asticots. Alors attendez, juste pour vous dire, la démarche effectuée, donc il y a 2 démarches à faire, pour être vraiment juste. Il y a une demande d'autorisation de vente d'animaux vivants, donc ça c'est comme pour les animaleries et les éleveurs et ce genre de choses. Et ensuite, une demande de certificat capacitaire pour le référent dans le magasin, donc le vendeur qui sera chargé de la vente des vifs. Donc là, il y a bientôt un CAP de dompteur, peut-être aussi. Regardons, ils vont congeler. Jimmy, qu'est-ce que t'en penses ? En Savoie, vous avez vos propres règles. Vous êtes en principauté savoyarde. C'est un royaume de Savoie. Ils ont leurs propres règles. Laisse-les venir en Savoie, tu vas voir. Moi, je suis complètement d'accord avec les copains. Ah oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. Alors, je suis assez clair moi là-dessus dans mes discours. Je pense qu'on humanise un petit peu, que certaines personnes humanisent trop l'animal. Je suis un dingue des animaux, j'adore ça, je les protège, j'en ai plein la maison. Mais il y a un moment, un animal reste un animal et dans la nature, eux, ils se font pas de cadeaux. Et je pense que les gens, ils n'ont pas le bon discours vis-à-vis de ça et ils viennent nous embêter. On n'est pas unis comme pourraient l'être les chasseurs. On n'a pas cette unité, on n'a pas on est plus nombreux qu'eux. On a une quantité de pêcheurs incroyable en France. J'ai pas les chiffres en tête, mais franchement, on aurait de quoi les balayer. Et en fait, je rejoins Arnaud, c'est qu'une minorité embête une majorité et on n'a pas les capacités de s'unifier, de se défendre. Donc moi, ça m'agace énormément de voir tout ça et j'essaie de transmettre la bonne pédagogie aux enfants parce que c'est quand même eux l'avenir. Donc je fais tout de mon côté pour me battre contre ça. Ok messieurs. Bon là on est chaud. Ça y est, c'était on a un sportif. J'ai deux grands sportifs avec moi, un plus que l'autre. Là c'est bon, l'échauffement est prêt. On passe tout de suite maintenant à l'heure des pêcheurs. Alors, l'heure des pêcheurs, c'est le débat. C'est pour ça que je vous dis, les gars, on s'est mis un peu on s'est échauffé, les ischios, le dos, la nuque. Là, on va attaquer le dur du débat. Alors, le débat du jour, à quelques jours de l'ouverture. En plus, on a des truiteux avec nous. Pour ou contre le fait de marcher et de pêcher dans la rivière le jour de l'ouverture ?
Je pense que c'est toujours pareil, on va dire qu'on prend pas position. Moi, je pense que ça dépend des rivières. Ça dépend du moment. Est-ce que les truites, elles ont fini de frayer? Voilà. Chez moi, non. Non, ça rejoint la question de tout à l'heure. Ouais, ça le sent un peu, les deux, ouais. Ça revient un petit peu au même. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure concernant les dates d'ouverture. Tu peux marcher dans une rivière où les poissons sont déjà sortis de sous les graviers, il n'y a pas de problème. Par contre, tu y marches pas tant qu'il y a encore les œufs, des traces de frayères, des tout petits alevins qui se cachent dans les cailloux. C'est hors de question de mettre un pied dans la rivière. Alors, je vais te donner un exemple. Moi, je vis juste à côté de Luynes. Qui est une belle rivière de l'Orne, un affluent de l'Eure. Chez moi, ils ont délimité les parcours, en fait, les parties de parcours sur lesquelles il y a des frayères et dans lesquelles tu n'as pas le droit de rentrer dans la rivière. Donc tu longes la rivière, sur 300 mètres, tu peux marcher dans la rivière, et puis tout d'un coup, tu as un panneau là sur la rivière qui dit attention, zone de frayère, vous devez sortir de la rivière, et tu dois contourner la zone de frayère sur 200 mètres, et puis tu peux re-rentrer dans la rivière derrière. Donc les frayères sont identifiées, les lieux sont identifiés, et tu n'as pas le droit de marcher dans la rivière à cet endroit-là. Bon, c'est faisable en fait, il faut être capable de reconnaître le parcours, et puis ça peut être une solution par exemple à ce truc-là, quoi. Et est-ce qu'on pourrait pas non plus adapter, à la taille de la rivière? Parce que moi je vois, je suis sur une première catégorie. Mon ruisseau, il fait 4 mètres de large au plus large. C'est pas l'Isère. C'est sûr que si on commence à interdire de marcher dans l'eau, bon, il y a des rivières, on va pas pêcher, les bordures, quoi. Encore une fois, c'est difficile de mettre un chapeau sur tout. C'est peut-être plus du cas par cas. Il faut être capable de s'adapter. De toute façon, je pense que ce qui est essentiel, c'est de protéger les frayères. Ouais. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Ouais. On a besoin de ça. On a besoin de poissons sauvages qui soient capables de se reproduire dans leur milieu. Donc, il faut protéger les frayères. Donc voilà. Moi, mon point de vue, c'est non, on marche pas dans les frayères tant que les poissons sont encore possiblement en train de frayer. Et pour ça, on a les moyens de le protéger, ou en identifiant les parcours clairement et en les balisant, ou en interdisant purement et durement si la rivière est trop petite, et puis voilà, en s'adaptant à la taille de la rivière, etc. quoi. Jean-Charles, toi, je suis assez d'accord là-dessus. Après, moi, je sais pas que je veux pas te donner d'avis, c'est que moi, je ne vais pas dans la rivière. Quand je dis je vais pas dans la rivière, c'est mon petit côté aussi chasseur et quête. Et en fait, je pêche la truite et parce que la rivière me le permet, là où je la pêche aussi, c'est depuis le bord. Et en fait, s'il y a des zones que je ne peux pas atteindre, en fait, soit je passe cette zone, soit je me donne les moyens, en adaptant ma technique de pêche potentiellement, à aller atteindre mon caillou qui est au milieu de l'eau. Mais en fait, moi, je ne vais pas dans l'eau. Parce que c'est pas non plus de conviction de dire je ne vais pas y mettre les pieds, mais je ne me pose pas vraiment cette question-là parce que j'essaye du moins possible, avec ma technique de pêche, de ne pas y aller. Parce que je suis pas fait, j'adore l'eau, mais je ne suis pas fait pour aller dans l'eau. Et en fait, je pense que je vais à la quête du poisson en étant depuis la berge. Bon, donc il y a plusieurs pistes, on pourrait ne pas faire. Alors moi je vois dans le Pas-de-Calais, on a été décriés aussi par certaines fédés parce que on a mis un arrêté préfectoral. Carrément, nous c'est carrément interdit, la loi, le préfet l'a mis dans son arrêté, on est interdit jusqu'à l'ouverture quasiment de l'ombre, en fait, on n'a pas le droit de descendre dans l'eau. Mais on avait été un peu décrié par d'autres fédés justement parce qu'on disait vous n'avez aucune donnée scientifique, donc on a plusieurs pistes. On pourrait arrêter préfectoral, on pourrait se dire voilà, on n'y va pas. Toi Arnaud, t'es plutôt je pourrais mettre des panneaux, pas noter, sensibiliser les gens. Moi je suis pour un truc intelligent là, qui fasse du bien à tout le monde, aux pêcheurs et aux truites. Donc s'adapter un peu au truc si c'est possible. Alors je sais bien que c'est toujours compliqué, c'est plus facile de dire ça. Moi je suis comme JC, je pêche très peu dans l'eau. Alors moi j'avais pensé aussi, c'était par rapport à, j'avais déjà vu ça à l'ouverture, c'était des gens qui faisaient baigner leurs chiens sur des frayères et ils descendaient dans l'eau en botte avec le chien. Et c'est vrai que je me suis dit tiens, c'est vrai qu'un panneau en disant là vous savez sous les cailloux il y a des œufs, avec un petit dessin un peu sympa, ça pourrait aussi sensibiliser les gens. C'est faisable. Ouais, je pense qu'il faut adapter au cas par cas si on peut le faire, quoi. Et toi Jimmy, au niveau de tes jeunes stagiaires, tu leur expliques un peu comment ça fonctionne, tu les sensibilises là-dessus ou? Comme d'hab, ça passe toujours par cet aspect pédagogique, en fait, tout simplement. Quand on peut le faire, on le fait. Quand on peut pas le faire, on ne le fait pas. Donc, en fait, moi, je suis pas pour toujours avoir de la répression. C'est très français, c'est on interdit ou on laisse tout faire. Et moi, je suis un peu comme Arnaud. Quand on peut le faire sans altérer, sans déranger, pourquoi pas. Par contre, si c'est pas le moment de le faire, on laisse tranquille, tu vois. Mais je pense toujours qu'il faut s'adapter, au milieu. Et énormément de pédagogie. Et tu as soulevé un truc qui est super intéressant, JB. Tu vois, moi j'ai des rivières
qui sont interdites de marche complète à l'année. On n'a pas le droit de marcher dans la rivière. Par contre, l'été, il y a des gamins, enfin des touristes qui viennent chez nous et qui empilent des cailloux. Ils sont cramés par le soleil avec leur crème solaire. Il y en a partout. Il y a des chiens. Il y a les mecs qui passent en moto. Il y a les mecs qui passent en VTT. Personne ne dit rien. Et toi, tu arrives. Tu es en wading avec ta canne à mouche. Et là, tu te fais allumer. Ouais. Donc, je te garantis que là, quand les gardes ils arrivent pour venir me voir et je suis au milieu de l'eau, parce que là, je me gêne pas. Là, j'ai le chargeur, il est enclenché. Et la balle dans la chambre. C'est ce que je pense. Voilà. Mais surtout que oui, en plus maintenant il y a par chez vous il y a cette nouvelle c'est un genre de chez moi à la mer j'ai la longe-côte mais ils font ça, ils remontent les rivières en marchant dans l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais tout ce qui est canyoning, kayaking, etc. dans les rivières peu profondes, c'est une catastrophe. Canyoning. Tu vois, là, je visite les rivières là, en ce moment là parce qu'il y a pas mal de poissons donc, qui sont sortis des frayères et tout. Ben là, tu viens dans la rivière, l'eau elle est à 4-5 degrés. Les mecs ils sont canyoning parce qu'il y a de la flotte à fond. Ils sont kayak et ils font maintenant un nouveau truc là, c'est des kayaks gonflables là où ils te remontent au sommet de la rivière et tu fais des descentes avec des bivouacs au milieu des gorges, des trucs impraticables. Mais ces gens-là, il n'y a aucune pédagogie des sociétés qui louent les kayaks en leur disant faites attention, il y a des poissons qui sont en train de frayer ou quoi. Donc tu vois, c'est deux discours qui sont diamétralement opposés et il y a un réel problème. Mais le problème c'est juste de la pédagogie. Si tu expliques aux gars non, ne faites pas ça pour telle raison. Après, tu comptes sur la bienséance des gens, mais ça, c'est un peu le monde des bisounours. C'est pas que les poissons, hein, c'est les microalgues, c'est tout le, c'est tout le biotope de la rivière qui est dérangé. Il faut la biodiversité qu'il faut expliquer. Hein. Donc, bon, voilà, le problème, c'est que nous, on est encadré par la loi pêche et voilà, elle regarde pas ce qui se passe à côté. Exactement. Mais je suis d'accord, j'avais pas pensé à ça, mais ce que dit Jimmy, c'est vachement intéressant parce que aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des barrages là, pour pouvoir se baigner et puis qui mettent de la crème solaire. On sait ce que ça amène comme problème, donc voilà, il faudra regarder un petit peu plus loin que notre... Ok messieurs, alors bon, allez. Débat, il n'y avait pas débat puisqu'on est plus ou moins tous d'accord. En fait, il faut inviter des non-pêcheurs là-dedans, il faut inviter un antispéciste pour que ça parce que sinon ça va pas. Alors maintenant, on va sortir de l'eau parce qu'elle était particulièrement fraîche ce matin et puis on va aller direction La Réunion, c'est Destination Pêche. Alors... On est en direct de La Réunion avec Salim. Salut Salim. Salut. Vous m'entendez bien ? Ouais. Eh ben très bien. Un grand champion de saut en longueur, recordman de France. Ah, exact. Et puis bon alors et aussi très connu puisque le 13 juillet 2007. Tu as pris le javelot d'un Finlandais, Tero Pitkämäki. Ça fait 3 ans qu'il est en thérapie. Un Finlandais. Alors je suppose qu'il doit être pêcheur. Est-ce que tu l'as invité à La Réunion pêcher? Vous êtes resté en contact? Non, je l'ai pas encore invité, non. Alors toi, Salim, tu es fraîchement retraité? Ouais, fraîchement, 2016 hein, quand même, hein, ça fait 10 ans. Ouais. Et donc maintenant tu es là expatrié à La Réunion et tu es un féru de pêche au gros et de pêche en mer. Comment ça t'est venu et la pêche et puis notamment de partir dans l'océan Indien? En fait, moi je pêchais déjà, tu sais, tout petit, donc j'étais pêcheur en métropole, dans les rivières, les lacs, les fleuves. Je faisais pêcher le brochet, je faisais faire le carnassier, la carpe, le silure. Et c'est vrai que j'étais un grand mordu, donc forcément après avec l'athlé, tu bouges dans des endroits, des îles, etc. T'as les océans, t'as qu'une seule chose en tête, c'est aller à la pêche. Donc j'en ai profité pendant les stages, et puis c'est vrai qu'on a voyagé beaucoup. Et voilà. Et à la retraite, c'était une évidence. Donc la Réunion pour moi c'était une super découverte en 2003. Et voilà. Et j'y pêche. Donc à chaque passage,
comme partout d'ailleurs. Et voilà. Et aujourd'hui, j'y suis installé, j'ai mon bateau, voilà, c'est en direct depuis mon bateau. Ah, c'est beau, en bateau, en t-shirt là. En t-shirt. Non, mais il y a un mois de février en France. Bon là, il fait à peu près beau encore, mais Au mois de février à Paris, c'est l'été austral, Il fait pas très chaud, il fait 34-35 là. Ah bon, d'accord, ça va. Et on va te plaindre. Viens à la maison, tu vas voir la température. Et du coup, tu pêches quoi à La Réunion? Alors, du coup, t'es plutôt gros alors? Pêche au gros? Ouais, donc là, pour le coup, voilà, c'est de la pêche au gros, donc surtout les pélagiques, donc les dorades, thon banane, donc le thasard noir, thon jaune, thon albacore, et puis forcément mon poisson favori qui est le marlin. Voilà. D'accord. Donc du coup, tu traînes plus que jigging, parce que la Réunion, voilà, hein, c'est une île un peu particulière dans l'océan Indien. Je crois, les tombants sont très rapides, il y a très peu de haut fond. Du coup, c'est ou du jig là, juste à la côte, ou de la traîne, quoi. C'est exactement ça. Donc on adapte la pêche en fonction de l'activité en mer, hein, bien sûr. Okay. Donc c'est vrai que c'est assez calme. On cherche les courants, les épaves, voilà, on a les oiseaux, etc. Et puis après, c'est le marlin, il est partout de toute façon. Donc on traîne, on jigue. Voilà, à certains endroits, mais on est vite à 1 km, 2 km de fond sans problème ici. Hein. Ok. J'ai une petite question. Est-ce que tu connais Malik Boukerou, qui est un grand pêcheur aussi à La Réunion, qui est au CHU de Saint-Denis? Ça te dit rien, Malik? Non. Tu ne parles pas? Non. Bon, j'en profite pour lui faire un petit coup. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ok. Et du coup, t'es à Saint-Denis là? Alors, je suis à Saint-Gilles. Là, mon bateau est au port de Saint-Gilles et moi, j'habite à 10 minutes à Placaillou, à Saint-Paul. Voilà. Et je sais qu'il y a pas longtemps il y avait les assises de la FNPF et il y avait en invité un peu d'honneur, il y avait la fédé de pêche de La Réunion. Je sais qu'il y a alors nous ici en France à l'ouverture de la truite dans quelques jours. Est-ce que tu as déjà taquiné les truites là-bas, parce qu'apparemment vous avez des truites à La Réunion? Ouais, il y en a pas mal. On m'a proposé d'aller à Takamaka ou de remonter à la rivière des Galets pour aller pêcher à truite. Honnêtement, tu sais, quand t'as l'océan qui t'appelle, t'as pas trop envie de monter en rivière avec des petites cannes. J'allais dire au pire quand la mer elle est démontée, mais bon, elle est jamais démontée, c'est pas comme chez nous quoi. Ouais, quoique non, l'océan Indien est quand même c'est assez chaud, hein, mais on a de la chance, en fait, le coin un peu le plus protégé où on peut sortir quasiment toutes les semaines. Voilà. Ok. Moi j'avais une petite question qui m'a intrigué là quand tu avais eu ton accident de javelot. Oui. C'est un javelot avec ardillon ou sans ardillon? Sans, je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai retiré direct dans le stade. donc voilà, Barbless c'est pas mal quand même des fois sans ardillon. Et c'est quoi les records que tu as montés dans ton bateau? Parce que c'est vrai qu'en mer, pour les bateaux gros, il y a souvent ils ont tous plus ou moins des records à bord. Hein. En termes de marlin, t'as quoi? Alors, j'ai acheté mon bateau il y a 1 an. Le marlin, c'était celui que vous avez passé tout à l'heure en photo, 208 kilos. 2 heures de combat. Et voilà. Après, je fais du no-kill. Je fais pas mal de no-kill parce que, alors ici, on n'a pas de maille. En fait, on a maille, mais moi, ça m'embête de sang. Donc, tout ce qui est dorade de 3 à 4 kilos, ça repart à l'eau. Les petits thons bananes et les marlins en dessous de 80 kilos, 90 kilos, moi, ça repart à l'eau. Voilà. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai fait 3 marlins dans la journée. C'était super chouette. Les 3 sont repartis parce que j'estime que attendre au moins la maturité sexuelle pour qu'ils puissent se reproduire, c'est le minimum. Malheureusement, beaucoup ne respectent pas et beaucoup ont un peu du mal à comprendre ça, mais bon, voilà. C'est un débat. Et c'est pour ton plaisir perso le bateau, ou t'emmènes des gens, tu fais un peu découvrir la côte? Ouais, alors j'ai fait l'école maritime, donc j'ai commencé par passer mon BACPN, donc c'est le brevet de capitaine petit navire, et mon bateau est passé en nuque. Et là, j'envisage de passer mon brevet d'état de guide de pêche en embarcation. En fait, moi, l'idée, c'est de partager, c'est d'enseigner un peu les différentes techniques de pêche, et voilà. Et moi, j'ai appris un peu partout, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que les techniques de pêche, il y en a énormément. Je vais pas dire que il y a des super pros et il y a un facteur chance, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses. Et moi, j'aime bien transmettre, donc voilà.
Top. Eh les gars, ça c'est pas L'idée, une c'est retraite ça. de ouf ça. C'est- JC au cas où. Bon toi tu fais plutôt la Sologne. Retraite de ouf, mais c'est surtout que quand je vais partir en stage à La Réunion, l'adresse et le numéro est restez en noté. contact. J'ai bien entendu quand tu faisais du sport, Un petit WhatsApp. que t'allais à droite à gauche en stage et que t'en profitais. Bah t'inquiète, moi quand je viendrai en stage à La Réunion, il y aura vite un petit SMS en disant tiens, on peut pas sortir 1 ou 2 heures là cet après-midi. Alors juste C'est noté. petit conseil. Petit conseil, je te ferai un petit plan de prépa physique avant, tu vois, regarde. Je comprends. Parce que là, attends, franchement, Empêche pas de la truite. Hein. Salim, franchement, JC, quand même, tu vois. Bon, c'est vrai qu'à côté de Arnaud, il fait quand même un peu sur mais quand même, JC est pas pourri quand même. Hein. Non, mais on t'emmènera à la truite. Tu nous emmèneras une après-midi sur l'océan et nous on t'emmènera dans la rivière des Galets, te montrer, trouver le plaisir qu'on peut avoir, même à prendre un petit poisson qui fait 25 cm. Tu verras, c'est incroyable. Ah, mais tu sais, je prends énormément avec les petits poissons aussi, t'inquiète. Salim, un grand merci à toi. Salim Sdiri, recordman de France de saut en longueur. Un grand merci à toi d'avoir pris quelques minutes pour venir nous parler dans cette première de RMC Pêche. À très bientôt et puis t'inquiète pas, on n'a pas... Et puis sympa pour l'émission. Hein. Bravo. Top, on a enfin notre Merci. émission et l'invitation elle est pas tombée dans l'oreille de sourd, t'inquiète. À très vite. Salut. Allez. Et donc tout de suite, on va passer à la rubrique que le RMC Poker Show nous envie. C'est le grand bluff, c'est on va pas se leurrer. Alors, bluff ou pas bluff, cette petite rubrique, en fait, nos invités et moi-même, en fait, dans chaque émission, on va vous balancer en fait, une info. Vous allez pouvoir tous voter donc au 3216 touche 5 ou sur Direct Studio ou alors sur WhatsApp au 06 12 424 424 avec le hashtag pêche, c'est comme le .fr dans Comme J'aime. Et en fait, donc cette rubrique, on va parler, je vais vous balancer donc une info, vous allez me dire si c'est bluff ou pas bluff. En fait, moi dans mon histoire, en fait, un type est resté 2 mois à la pêche pour attendre une touche. Est-ce que c'est un bluff ou est-ce que c'est pas un bluff? J'y Pas un bluff. Quand t'es pas sûr. C'est des mecs assez tordus pour... Ouais. 2 mois sans prendre une touche. 2 mois sans prendre une touche. Il pêchait quoi là? Parce que 2 mois sans prendre je une vous touche. dis pas, j'en sais rien, c'est une info... 2 mois sans prendre une touche. 2 mois sans prendre une 60 touche. jours d'affilée. Eh oui. Faut quand même le faire. Non-stop. En France? Ouais, ça fait long. En France? Moi, j'y crois pas. Jimmy, est-ce que tu penses qu'il y a des gens assez zinzin pour rester à la pêche pendant 2 mois et attendre la touche? Je connais des carpistes qui sont restés très longtemps au bord de l'eau, mais 2 mois... Non, 2 mois, non, j'y crois pas. Ah, t'y crois pas non plus, c'est pas possible. 2 mois, il finit par se passer un truc. Non, bah non. Non, Alors Jimmy, c'est clair. il dit que je Au bluffe. bout de 2 semaines. Arnaud dit que je bluffe. Je JC en bon sportif, il se dit ouais, il y a des mecs qui ont la déterre. La persévérance. Ok. Tu vas chercher un truc précis. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, Pas bluff. Il voulait un silure albinos de 2,50 m. Donc oui, là, d'accord. Ouais, voilà, ouais. Alors, Il voulait n'hésitez une pas petite à réagir sur les plateformes et aussi en commentaire dans cette vidéo. Et puis la semaine prochaine, dans 15 jours, on vous donnera la réponse. Allez, on enchaîne tout de suite. On va parler technique avec direction dans l'atelier. Alors, messieurs, ouverture truite imminente obligée. On va parler technique et notamment technique pour cette ouverture 2026. D'ailleurs, au passage, qui a pris sa carte de pêche sur cartedepêche.fr là, ça y est, parce que ça arrive bientôt. Ça arrive vite. Dimanche, c'est fait. T'as pris ta carte, ça y est? Oui. Ouais, moi, je prends ma carte le 1er janvier. Parce que de toute façon, le petit est là, c'est le premier non, sur la c'est pluie, malin, mais on est encore, ouais, je dirais, parce que on est encore sur les cendres au 1er janvier. Ouais, donc, c'est ça. donc, de toute façon, on en a J'ai besoin même au pris au mois donc moi, je l'ai déjà. de décembre, parce qu'on peut la prendre dès le mois de mais décembre. bon, faut pas oublier, faut bien rappeler qu'elle est quand même obligatoire cette carte de pêche et il faut que tout le monde la prenne pour être au bord de l'eau. Hein. Exactement. Jimmy, c'est pris? C'est ça. Ah oui, c'est pris déjà depuis le 31 décembre. Et c'est fait, tu vois, c'est en trépigne, on est comme des enfants. Hein. Et C'est comme ça. Arnaud, en plus de prendre une carte de pêche, je vais rappeler qu'il faut essayer de la prendre dans des associations qui se bougent. Vraiment, j'incite les gens à bien regarder là où ils prennent leur carte de pêche parce que c'est un peu comme un vote en fait et il faut faire les choses correctement et essayer
de plébisciter les associations de pêche qui se bougent vraiment pour nous. Avec des gestions, un peu fines, un peu intelligentes. Petite asso militante. Je prêche pour ma paroisse. Mm. Alors messieurs, pour l'ouverture, on va commencer avec notre technicien truite, Jimmy. Quelles sont les techniques que dans ton coin, les leurres ou les techniques que tu pourrais privilégier toi pour en fonction des niveaux du moment? Alors pour les gens qui vont pêcher toute la partie Rhône, Savoie. Ouais. Alors tu vois, pas de bol, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure où les Savoyards ils aiment pas sortir de chez eux. Moi, l'ouverture de la truite, c'est pas en Savoie, c'est en Normandie. Ah, Je rejoins super. Barbu. Voilà. Avec Gaël. Oh mais là tu viens pas pour les truites en fait. Ça, tu ne la feras pas celle-là. Alors, que les choses soient claires. J'y vais. Premièrement, pour voir tous mes potes, enfin une grande partie de mes copains que je vois pas souvent assez dans l'année. Travail oblige. Mais après, j'y vais quand même pour prendre les poissons parce que la Normandie, c'est beau, on y mange bien. Le climat, il est incertain et les truites sont belles. Et en plus, il y a les copains. Donc, je vais faire mon ouverture en terre normande. Après, en ce qui concerne la Savoie, ce sera la semaine d'après pour moi. Et je suis impatient de retrouver mes rivières savoyardes, hein, mais qui sont complètement différentes de la Normandie. Hein. Ça, Arnaud le connaît très bien. C'est pas la même histoire. Hein. Ouais, bah là, en plus avec la neige qu'il y a eu dans les Alpes, là, je pense que vous allez avoir de la grosse eau de fonte, là, ça va pas être. Quand ça va tomber tout quand ça, ça va descendre, pour là, ça va pas être tient, simple, ça hein, tombe pas, mais alors je pense que le avril, mai, juin, ça va être ouais, puis il fait doux complexe. en plus. Ouais, en plus, ouais. J'ai eu un pote là de Val Thorens là qui est en station hier au sommet de la station là où il était, il y avait 4,50 m. C'est quand même 2,50 m de moins que ce qu'on devrait avoir habituellement. Et de neige qui est à fond de soleil. Donc normalement le stock de neige il sera suffisant pour aller, on l'espère, jusqu'à fin août. C'est ce qui nous préserve un petit peu du manque d'eau dans les rivières. Ok. Et donc ta technique pour tes 2 semaines d'ouverture là, normande et avec le barbu? Alors normande, ce sera basique, ce sera à pêche au toc, appât naturel, vers de terre, teigne, voilà, des choses plutôt classiques. On va pêcher des tout petits milieux. Et généralement, voilà, un peu comme vous tous, on a de l'eau froide, donc avec des poissons apathiques. On espère quand même un petit coup de soleil, le pic du midi là que j'adore pêcher, pour pêcher un peu plus rapide ou aller chercher les poissons dans les veines d'eau. Mais ce sera pêche au toc. Et la semaine d'après en Savoie, je reprends un petit peu d'apanate avec les guidages qui reprennent direct. Et en fonction des conditions, si on a vraiment du soleil, ce sera de la pêche au leurre, notamment poisson nageur, enfin des pêches quand même assez lentes. D'accord. Arnaud, Cholet marron. Cholet marron, bah moi j'attaque lundi là à Goumois sur la Franco 6. J'ai de la chance. Je suis bien content. On va voir un peu ce qu'on trouve. Le conseil technique, c'est quoi? Ça va être beaucoup en fonction des qualités d'eau que vous allez trouver. Si vous avez encore des eaux qui sont chargées, qui sont marrons, il y a beaucoup d'endroits où il a plu. Hein, on a eu beaucoup d'inondations en France là. Donc c'est sûr qu'il faudra privilégier les pêches au toc, les pêches aux appâts naturels. Si vous avez la chance d'avoir des rivières qui sont claires, qui chauffent un petit peu, etc., il ne faudra pas hésiter à sortir les poissons nageurs ou les petits leurres souples. Et puis après, si vraiment il fait beau, il fait chaud, qu'il y a les premières éclosions, pourquoi pas la pêche à la mouche, sachant qu'il faut jamais perdre de vue, moi je milite beaucoup là-dessus, qu'il faut se faire plaisir à la pêche. Il faut quand même, le truc principal, c'est quand même de pratiquer les techniques avec lesquelles on prend du plaisir, avec lesquelles on est heureux d'être au bord de l'eau. Donc ça doit être le premier fil conducteur. J'y sais. C'est exactement ce qu'il dit. C'est que vous allez pêcher au même endroit, donc forcément. Non, mais moi, je suis un pêcheur de toc. J'ai toujours aimé pêcher au toc parce que je suis à la quête de mon poisson. C'est un peu comme à la chasse. Je vais chercher, je mets pas les pieds dans la rivière, ce que je disais tout à l'heure. Je vais chercher mon poisson sous telle pierre, sous tel rocher. Donc je vais poser mon petit ver de terre que je récupère dans le poulailler de mon voisin à Paris, qui va me permettre de prendre un verre parisien pour prendre des truites franc-comtoises. Ouais, c'est ça. Mais et en fait,
fait, c'est ma technique de pêche quasiment toute l'année. C'est sûr que quand l'eau est très claire en été, c'est pas forcément la plus adaptée, mais c'est avec celle-là que je me fais plaisir, et c'est ce que tu dis, c'est ça qui est le plus important. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu pêches essentiellement, donc quand tu pêches la truite, parce qu'on dit tu es originaire de Besançon, ta technique de prédilection, c'est la truite, mais surtout au toc. Aujourd'hui, quand on pêche... Alors, j'ai pris des cours de pêche à la mouche à Goumois, j'ai pêché à la mouche, et en fait, j'ai pas accroché. Et c'est comme ça, je ne peux pas le décrire. Ce que j'aime chez pêcher au toc, même si ça peut être assez similaire hein, pour des gens qui l'expliqueront, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est cette fameuse pêche au toc avec mon petit ver de terre ou des èches naturelles qu'on peut trouver sous les pierres dans la rivière, et j'en déroge pas parce que c'est ce qui me plaît. Après, je suis pas sectaire non plus, c'est que quand je suis ici à Paris, à l'INSEP, à m'entraîner au quotidien, le soir, quand j'ai envie de souffler, je vais au bord de la Marne pour essayer de prendre un gros silure, que ce soit avec un gros leurre souple ou que ce soit avec un vif. Mais le toc reste quand même... Et petite question que je voulais poser à Salim mais que j'ai oublié, c'est est-ce que la pêche t'a apporté quelque chose dans ta carrière de sportif, et est-ce que tu y trouves des similitudes? Est-ce que c'est un besoin aussi pour pouvoir te vider la tête? Est-ce que tu... Énormément. En fait, moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis à l'INSEP, ici à Paris, qui n'est pas mon domaine naturel, hein, le béton et la région parisienne. Moi, je suis né à Goumois, dans ce petit village franco-suisse. J'ai besoin de nature, j'ai besoin d'extérieur. Et en fait, j'ai toujours eu tous mes week-ends, tous les moments que j'avais de libre, j'étais pas en compétition, ce fameux parallèle avec la nature que j'allais retrouver essentiellement avec la pêche, avec mes abeilles que je peux avoir en Sologne ou la chasse. Et en fait, la pêche m'a beaucoup apporté sur un point de vue patience et atteinte de l'objectif. Quand je dis atteinte de l'objectif, voilà, pour gagner une compétition qu'est les Jeux Olympiques en fin d'Olympiade, sur une Olympiade qui dure 4 ans, tu t'entraînes sur 4 ans avec différentes étapes par lesquelles tu dois passer. En fait, la pêche, c'est pareil, c'est que tu arrives au bord de l'eau. L'eau, elle n'est pas forcément comme tu aurais aimé, chargée de sédiments parce qu'aujourd'hui elle est claire. Du coup, ta pêche au toc sera peut-être pas fabuleuse. Et en fait, tous ces moments-là c'est pas d'échec, mais tous ces moments-là de difficulté pour la réussite de la capture de ton poisson, c'est des bons parallèles qui ont été pour moi bénéfiques pour le sport. C'est que des fois, un entraînement, tu en sors pas forcément satisfait, même voire frustré ou très fatigué, et tu dois retourner le lendemain pour changer ça, et c'est un peu pareil à la pêche. Ça me rappelle complètement la pêche. Ouais, merci JC. Alors on passe tout de suite à votre rubrique Au bout du fil. Alors, au bout du fil, c'est votre rubrique, c'est votre temps d'antenne à vous. Et en fait, cette fois-ci, pour cette première, on reçoit Laurent. Salut Laurent, présente-toi, tu viens de où? Laurent. Bonjour à tous. Salut Laurent. Je viens d'Albi. Bonjour. Bonjour à tous. Je viens d'Albi dans le Tarn. D'accord. Et tu as un poisson record, un récit de pêche ou une anecdote à nous raconter. On est tout oui. Exactement. Écoutez, il y a quelques mois, en fait, on était en compagnie de journalistes pour aller réaliser une vidéo de pêche du silure. Et donc, il s'est passé quelque chose de totalement incroyable. Au premier lancer, quasiment, je crois que c'était le seul lancer, un gros poisson a mordu, donc c'est totalement inattendu. Et finalement, ce poisson, après 40 minutes de combat, était le record de France. Improbable. C'est le record de France? Exactement, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on va quotidiennement, en fait, assez régulièrement pêcher le silure, en fait, sur nos rivières. Et on a quand même une rivière qui a une densité de gros poissons. Et donc, ça faisait un moment qu'on essayait de faire un gros poisson, un gros silure. Et ce jour-là, écoutez, on était avec Mathieu et Théo, tous les trois ensemble. Mathieu, c'est mon frère. Et Théo est un ami. Et ce jour-là, écoutez, c'est un poisson de 2,75 m qui a mordu à la canne. 2,75 m. Ah ouais, on le voit en photo, là. Ouais, on le voit en image, là. Ouais, ça fait un joli bestiau. Et vous étiez quoi, en tournage? Vous étiez en train de faire des images, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on était en compagnie des caméras
de la télévision, voilà. Ah oui, c'est énorme, parce Et, que pour avoir fait ça pendant 15 ans, quand tu ramènes une caméra sur un bateau au bord de l'eau, en général, C'est l'inverse. J'aimerais bien faire un petit record de Alors, France, on connaissait Mireille, on a maintenant sa sœur. Bon, ok, alors, vous comment cette histoire, elle est pas mal quand même, ça mérite. C'est énorme, c'est énorme. Et vous l'avez pris comment? au leurre, en fait, hein, tout simplement. On était là pour pêcher des silures à vue. Et ils étaient sur les bordures, tout simplement, en mode feignant, puisque c'était après des carpes. Et bon, voilà, hein, comme c'est un poisson qui est opportuniste, il s'est dit, bon, s'il y a une petite carpe qui passe par là, et on a vu une grosse masse sur la bordure, dans 1,50 m d'eau. Et puis là, bah, Mathieu fait son lancer, poum, le poisson tombe pile dessus, et blam! Et c'est parti, 40 minutes de combat. On a été traîner le bateau sur 300 mètres. C'était impressionnant. Quand on a vu la gueule du poisson pour essayer de le sortir, pour l'attraper en fait dans le bateau. Mais là, je vous raconte pas. On s'est dit, mais ouais, là, il y a un truc. qu'est-ce que c'est que ce poisson? C'était totalement inattendu. Non, exactement. Là, on l'a tenu et on l'a ramené jusqu'à la berge. C'est pour ça qu'il a fallu beaucoup de temps. Ouais. On s'est mis à 3 pour le faire. Vous l'avez mangé? Non. Ah, ça, c'est un tournage rondement mené, quoi. T'attaques à 8h, 8h30. Deux lancers record de déjà France, au resto. voilà, le truc. Ça, c'est pas parfait. mal. C'est parfait. Et ça a été diffusé pour ça, où, du coup, ce poisson? Alors, un petit peu partout, sur les journaux, on l'a vu aussi sur certaines chaînes de télévision, mais la vidéo intégrale, on la retrouve sur notre chaîne YouTube, les Frères Top. Énorme. Bah bravo, Laurent. Je pense qu'Arnaud, ça mérite un petit cadeau. Ouais, ça mérite un cadeau. Écoute, voilà le Père Noël. C'est le Père Noël. Je vais t'offrir ce qu'on a amené. On t'a amené un t-shirt et les deux nouveaux, un Rapala Airboss. Je sais pas si tu vois, c'est un minot là. Voilà, je t'ai amené 2 beaux coloris qu'on va t'offrir avec plaisir là. C'est une nouveauté de cette année. Tu vas les essayer chez toi. Et tu nous diras tu nous rappelleras pour nous dire ce que ça a donné, quoi. Avec grand plaisir, vraiment. Merci à vous tous. Te voilà prêt pour l'ouverture de la truite. Ah oui, on est enfin prêt. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. On est déjà sur les starting blocks. Ça y est, comme tout le monde. Eh ben merci à toi, Laurent. Avec bonne plaisir, saison à bientôt. toi, bonne ouverture. Salut Laurent. Merci Bravo. Salut Laurent. Alors, si vous aussi, vous souhaitez témoigner et nous raconter une anecdote, un poisson record. Bon, là, après le record de France de silure, ça va être un peu compliqué. Mais si vous voulez nous raconter un truc de fou, une anecdote, une belle histoire, n'hésitez pas, toujours au 32 16 touche 5 ou alors sur Direct Studio ou sur WhatsApp au 06 12 424 425 avec le hashtag pêche. Voilà, messieurs. Ouais, puis dans les prochaines émissions, on va faire gagner des chouettes cadeaux, des cannes, des moulinets. Donc, n'hésitez pas à appeler. Carrément. Bon, attention, Arnaud est dans un excès de générosité. Je suis chaud. Il faut appeler. N'hésitez pas à j'appellerai moi aussi. Appelle, on se Messieurs, c'est déjà la fin de la première. S'il vient si j'ai la chance de venir avec vous sur le plateau, là, les gars, là, je ramènerai des petits trucs pour les gamins également. J'ai pas mal de choses pour eux, même les autres, peu importe, mais ce sera un plaisir. Alors, ne ramène pas que des cadeaux. Parce que JC a ramené aussi quelques petites délicieusetés pour après le. Ramène des trucs du royaume. Et on est moins bonbons, on est plus gras quand même, nous. On a une belle petite truite fumée. Belle petite truite fumée qui a été fumée à Champigny-sur-Marne chez moi. On va déguster ça. Messieurs, un grand merci à vous. De rien, c'était avec plaisir. On se retrouve tous dans 15 jours. Très bonne ouverture à tous. Comme on dit, les 5 lettres, pour pas dire à l'antenne. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.